Veuve, sous-estimée, et pourtant victorieuse. Le jour où la situation s'est retournée au tribunal. Après la mort de mon mari, sa mère a déclaré « Je prends la maison, le cabinet d'avocat, tout. Sauf la fille. » Mon avocate m'a supplié de me battre. J'ai répondu « Laissez-les tout prendre. » Tout le monde pensait que j'étais folle. Lors de l'audience finale, j'ai signé les papiers. Elle souriait, jusqu'à ce que son avocat devienne livide quand. Je m'appelle Myriam Freudel. J'ai 31 ans, et jusqu'à récemment, je vivais à Covington, dans le Kentucky. Une petite ville située juste en face de Cincinnati, de l'autre côté de la rivière Ohio. C'est le genre d'endroit où les gens se font signe depuis leur allée, et où, d'une manière ou d'une autre, tout le monde sait toujours combien vous avez payé votre maison. J'ai épousé Joël Freudel quand j'avais 24 ans. Il était avocat spécialisé dans les dommages corporels, et il avait monté son propre cabinet. À partir de rien. Enfin, à partir d'un prêt de 185 000 $ de sa mère, et d'environ 6 000 heures de sa propre sueur. Il a commencé dans un minuscule bureau loué, situé au-dessus d'un magasin de revêtement de sol. Sur Madison Avenue. Le genre de bureau où, à travers le plancher, vous pouviez entendre quelqu'un choisir des échantillons de Stratify. Chaque fois qu'un client s'asseyait pour une consultation. En l'espace de 5 ans, il avait déménagé dans de vrais locaux, embauché une petite équipe. Et facturait plus de 6 cents, 000 $ par an. Freudel et associé. Son nom était sur la porte. Et sa mère ne laissait jamais personne oublier qui avait payé pour cette porte. Joël est mort un jeudi soir, le 6 mars, d'un arrêt cardiaque. Ils l'ont trouvé à son bureau, au cabinet, les mains encore posées sur sa tasse de café. Il avait 36 ans. J'ai reçu l'appel pendant que je donnais le bain à Tessa. J'ai conduit jusqu'au cabinet, les manches mouillées et retroussées jusqu'au coude. Avec encore du savon sous les ongles. Quand je suis arrivé sur place, les ambulanciers avaient déjà cessé leur tentative de réanimation. L'enterrement a eu lieu le mercredi suivant. Carla portait des lunettes de soleil Chanel noires à l'intérieur. Le genre de lunettes qui couvrent la moitié du visage. De sorte que l'on ne peut pas dire si la personne pleure vraiment. Ou si elle se donne simplement en spectacle pour le public. Spencer, le jeune frère de Joël, se tenait à côté d'elle. Avec l'air d'un enfant qui attend le directeur de l'école. Il avait 29 ans, n'avait jamais gardé un emploi plus de 5 mois. Et vivait dans la maison d'amis de Carla, à Burlington. Là-bas, ses principales responsabilités consistaient à dormir jusqu'à midi. Et à commander des choses sur Internet avec la carte de crédit de sa mère. Vous devez comprendre quelque chose à propos de Carla. Ce n'était pas une vieille femme sans défense. Elle avait possédé 4 pressings, dans le nord du Kentucky. Elle les avait bâtis elle-même, après son divorce avec le père de Joël. Elle connaissait les affaires. Elle connaissait les chiffres. Ou, du moins, c'est ce qu'elle croyait. Le monde du pressing fonctionne sur des mathématiques simples. Les vêtements arrivent sales. Ils ressortent propres. L'argent rentre dans la caisse. Elle a appliqué cette même logique à tout le reste, y compris à un cabinet d'avocats, dans lequel elle n'avait jamais mis les pieds à titre professionnel. Pour Carla, le cabinet de Joël n'était qu'une boutique de plus. Sauf qu'au lieu de repasser des chemises, on y repassait des procès. Et au lieu de pièces de monnaie dans la machine, c'était 6 cents. 000 $ par an qui faisait tourner les livres de compte. De plus, depuis notre tout premier repas de Thanksgiving, elle m'avait toujours traité comme si j'étais un désagrément temporaire, dont Joël finirait bien par se lasser. J'étais secrétaire juridique quand nous nous sommes rencontrés. Je n'étais ni glamour, ni riche, ni issu de la bonne famille. Une fois, Carla m'a présenté à ses amis comme la première épouse de Joël. Alors que Joël et moi étions encore très mariés, et que je me tenais juste là. Alors, quand elle a débarqué dans ma cuisine ce lundi matin, 11 jours après l'enterrement. Je n'aurais pas dû être surprise. Mais le deuil fait quelque chose à vos réflexes. Il vous rend lente. Vous restez là.
a encaissé des coups que vous auriez normalement vu venir de l'autre bout de la pièce. Carla est entrée en portant un blazer gris. Elle s'était littéralement habillée pour l'occasion, comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Spencer la suivait de près, avec un maître ruban. Un vrai maître ruban. Pendant que Carla se tenait devant l'îlot de ma cuisine, m'expliquant qu'elle reprenait ce que son investissement avait permis de construire. Spencer a erré jusque dans la chambre d'amis, et a commencé à mesurer le placard. Depuis la cuisine, je pouvais entendre le ruban cliqueter et claquer. Je me souviens avoir pensé. Qu'est-ce qu'il possède qui pourrait bien remplir un placard? La chose la plus précieuse de cet homme est une chaise de gamer. Carla a exposé ses arguments. Comme si elle faisait une présentation devant un conseil d'administration. Le cabinet avait été bâti avec son argent. L'acompte de la maison aussi. Elle nous avait donné 30,000 $, 7 ans plus tôt, et depuis. Elle n'avait jamais cessé de le mentionner. Dans son esprit, elle était copropriétaire de tout ce que Joël avait un jour touché. Et maintenant que Joël était parti, elle voulait récupérer son investissement, avec les intérêts. La seule chose qu'elle ne voulait pas, c'était ça. Elle l'a dit avec un tel détachement, comme si elle refusait un plat d'accompagnement au restaurant. Non, merci. Pas l'enfant. Juste les actifs, s'il vous plaît. Je suis resté là, tenant une tasse de café devenue froide depuis 20 minutes. Et je n'ai rien dit. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que mon cerveau n'arrivait pas à assimiler le fait de perdre mon mari. Et d'être cambriolé au cours du même mois. 2 jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée. Axel Mandelet, avocat à la cour. Carla avait déposé une contestation formelle du testament de Joël. Ainsi qu'une réclamation de créancier contre sa succession, pour son prêt de 185,000 $. Il ne s'agissait plus de discussion autour de la table de la cuisine. C'était une attaque judiciaire. Et elle l'avait lancée avant même que les fleurs de Joël ne se soient fanées sur sa tombe. Avant de continuer, merci de vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. Je lis chacun d'entre eux. Merci beaucoup pour votre soutien. Bon, où en étions-nous? C'est vrai. Carla était passée des menaces dans la cuisine aux procédures judiciaires, en 48 heures. Et moi, je dormais encore dans un lit qui sentait l'eau de Cologne de mon mari décédé. Essayant de trouver comment expliquer à une enfant de 4 ans pourquoi papa ne rentrait pas à la maison. Axel Mandelet n'était pas un amateur. Il a déposé la contestation du testament sur des bases assez solides, arguant que le prêt de 185,000 $ de Carla constituait un investissement dans le cabinet, lui donnant ainsi un droit sur sa valeur. Il a également déposé une réclamation de créancier distincte, pour le prêt lui-même. 2 fronts juridiques à la fois. Carla dépensait 350 $ de l'heure pour cet homme, et elle voulait des résultats rapides. Mais Carla ne se contentait pas d'attendre après le système judiciaire. Elle a décidé de commencer à gérer son nouvel empire, et ce, immédiatement. La semaine qui a suivi le dépôt de la plainte, elle s'est rendue au cabinet de Joël Frodel et Associés, des locaux situés au 2e étage sur Scott Boulevard. Elle y est entrée comme si elle en était la propriétaire, et a commencé à se présenter au personnel. Il n'y avait que 4 employés, 2 assistants juridiques, une réceptionniste, et Gail Horvat, la comptable, qui travaillait avec Joël depuis 6 ans. Carla leur a dit à tous qu'elle reprenait la supervision des opérations. Et que des changements étaient à venir. Elle a demandé à Gail d'imprimer les rapports de revenus du cabinet pour les 3 dernières années. Gail les a imprimés. Carla a regardé la ligne du haut, 620,000 $ de facturation annuelle. A hoché la tête comme si elle venait de confirmer ce qu'elle savait déjà, et est partie. Elle n'a jamais demandé les rapports de dépenses. Elle n'a jamais posé de questions sur les dettes. Elle n'a jamais ouvert un seul dossier qui ne portait pas l'étiquette « Revenus ». C'est comme consulter son solde bancaire, mais en ne regardant que les dépôts. Pour ensuite décider qu'on est millionnaire. Puis, elle a commencé à appeler les clients de Joël. Un par un, elle a retrouvé leur numéro.
et les a appelés pour se présenter comme la personne chargée de superviser la transition. Elle n'avait aucune autorité légale pour le faire. Elle n'avait pas de licence d'avocat. Elle ne savait même pas en quoi consistait la moitié des dossiers de Joël. Mais Carla croyait que la confiance en soi était synonyme de compétence, et de la confiance. Elle en avait à revendre. La plupart des clients de Joël, légitimement alarmés par un appel téléphonique de la mère de leur avocat décédé, ont transféré leur dossier vers d'autres cabinets en quelques jours. Carla était en train de détruire, systématiquement, la source de revenus de l'entreprise même dont elle cherchait à s'emparer. C'était comme regarder quelqu'un mettre le feu à une maison, tout en se disputant avec la compagnie d'assurance sur la valeur de ladite maison. Puis, l'incident avec Spencer est arrivé. Une semaine après la visite de Carla au cabinet, Spencer s'est garé devant chez moi, dans la buick enclave de sa mère, avec 2 sacs de sport, une PlayStation et un grand paquet de chips au barbecue. Il a marché jusqu'à la porte d'entrée, et a annoncé qu'il s'installait dans la chambre d'amis. Parce que, et je cite, « Maman a dit que c'est pratiquement à nous, maintenant. » Quoi qu'il en soit, il n'avait pas apporté de drap, ni d'oreiller, ni même une seule tenue de rechange professionnelle. Il avait apporté une console de jeux, et des snacks. Je lui ai dit de partir. Il a refusé. J'ai appelé la police de Covington. 2 officiers sont arrivés, ont confirmé que la maison était au nom de Joël, que j'étais le conjoint survivant, puis ont escorté Spencer jusqu'à la buick. Il a laissé les chips sur mon porche. Je les ai jetés à la poubelle. Ce soir-là, Carla m'a appelé. Sa voix a atteint une fréquence dont j'ignorais que des cordes vocales humaines puissent la produire. Quelque part entre un détecteur de fumée et une chanteuse d'opéra s'échauffant pour une scène de mort. Elle m'a dit que j'étais sans cœur, cruel, et que Joël serait dégoûté de moi pour avoir jeté son frère à la rue. Je lui ai rappelé que Spencer vivait dans sa maison d'amis, et qu'il y avait sa propre chambre. Elle m'a raccroché au nez. Pendant ce temps, mes propres proches perdaient foi en moi. Ma mère a fait le trajet depuis Lexington ce week-end-là, s'est assise à la table de ma cuisine. Cette même table où Carla avait exposé son plan de rachat hostile, et m'a dit, « Chérie, tu dois absolument te battre contre ça. » Ma meilleure amie, Shannon, m'appelait tous les soirs pour me dire la même chose. Prends un avocat. Prends un requin. Ne laisse pas cette femme t'écraser. Alors, j'ai engagé Lyra Schmidt. Elle m'avait été recommandée par un collègue de Joël. C'était une femme germano-américaine, d'une 50aine d'années, aux cheveux méchés d'argent, et dégageant ce genre d'énergie calme et précise qui vous donne l'impression que tout pourrait, en fin de compte, bien se passer. Lyra gérait des litiges successoraux depuis 20 ans. Elle a examiné le dossier de Carla en 40 minutes environ, et m'a dit que c'était gagnable. Le prêt ne s'accompagnait d'aucun accord de partenariat, d'aucune condition formelle. D'absolument rien par écrit qui aurait pu donner à Carla des parts dans le cabinet. Le testament était propre, et correctement exécuté. Lyra a dit, « Nous nous battons, nous gagnons. » Et Carla rentre chez elle avec rien d'autre qu'une leçon en droit des contrats. J'ai dit à Lyra que j'avais besoin de quelques jours pour réfléchir. Ce soir-là, une fois Tessa endormie, j'ai conduit jusqu'au cabinet de Joël. Il était presque 21 heures. Le bâtiment était sombre, à l'exception des panneaux de sortie de secours qui brillaient d'un vert fluorescent dans la cage d'escalier. J'ai déverrouillé le bureau privé de Joël avec la clé de rechange que j'avais toujours gardée sur mon trousseau. Et je me suis assise à son bureau. Ça sentait encore lui. Le café, et cet après-rasage au bois de santal qu'il utilisait depuis l'université. J'ai ouvert le tiroir du bas, le plus profond, là où il gardait les dossiers qu'il ne voulait laisser toucher à personne d'autre. Derrière une pile de vieilles affaires, j'ai trouvé une enveloppe Kraft scellée. Mon nom était écrit sur le devant, de la main de Joël. Pas Myriam Frodel, juste Myriam, avec un petit cœur dessiné à côté. Comme si nous nous passions encore des mots au lycée. Je l'ai ouverte. J'ai lu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je suis resté assise dans ce bureau plongé dans l'obscurité pendant près d'1 heure. Sans bouger,
sans respirer fort, et sans pleurer. Pour la première fois depuis le 6 mars, mon esprit était complètement clair. Le lendemain matin, j'ai appelé Lyra. Ma voix était différente. Je pouvais l'entendre moi-même, posée, calme. Comme si quelque chose s'était remis en place derrière mes yeux. J'ai dit, Lyra. J'ai changé d'avis. Je ne veux pas me battre. Je veux donner à Carla tout ce qu'elle demande. Absolument tout. Lyra n'a pas dit un mot pendant environ 10 secondes. Et pour une femme qui facture à l'heure, 10 secondes de silence. C'est presque un événement médical. Je dois vous dire ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Parce que c'est là que l'histoire change de direction. Et si vous ne comprenez pas ce que Joël a fait dans les derniers mois de sa vie, rien de ce qui va suivre n'aura de sens. 8 mois avant sa mort, on a diagnostiqué à Joël une grave maladie cardiaque. Il avait fait des crises, des essoufflements pendant des tâches de routine. Comme monter les escaliers, une oppression thoracique qui allait et venait. Et une fatigue étrange que le sommeil ne parvenait pas à dissiper. Il a finalement consulté un cardiologue à Cincinnati. Un spécialiste dans l'un des grands réseaux hospitaliers, de l'autre côté de la rivière. Le diagnostic était mauvais. Pas mortel dans l'immédiat. Mais le genre de « mauvais » où votre médecin utilise des expressions comme « progressif » et « gestion à long terme ». Tout en vous regardant avec l'air de regretter d'avoir fait des études de médecine. Joël m'a dit qu'il n'en avait parlé ni à sa mère, ni à son frère, ni à personne d'autre. Vous devez comprendre une chose à propos de Joël. Il était avocat spécialisé dans les dommages corporels. Il a passé toute sa carrière à observer comment la vie des gens s'effondrait. Parce que quelqu'un n'avait pas planifié, parce que quelqu'un avait pris des raccourcis. Ou parce que quelqu'un avait supposé que tout irait bien. Il n'allait pas laisser cela arriver à sa famille. Ainsi, pendant ces 8 mois, alors qu'il continuait à se rendre au bureau tous les jours, qu'il portait toujours ses beaux costumes, et qu'il racontait encore ses grandes affaires à sa mère lors du dîner dominical, il organisait les pièces du puzzle, discrètement et méthodiquement. L'enveloppe contenait 3 choses. Premièrement, une lettre, manuscrite, datée de 5 semaines avant sa mort. Ce n'était pas un document financier. C'était une lettre de mon mari, pour moi. Il écrivait à propos de Tessa. De la façon dont elle avait commencé à appeler les papillons des « papillouves ». Et du fait qu'il n'avait jamais voulu la corriger. Il écrivait sur notre cuisine. Sur la façon dont la lumière du matin filtrait par la fenêtre au-dessus de l'évier. Frappant le plan de travail exactement sous l'angle qui rendait toute chose dorée. Il évoquait le jour de notre rencontre. Quand j'avais 22 ans et que je travaillais à la réception de Bernstein et Kellogg. Le cabinet où il était avocat junior. Il m'avait invité à déjeuner 4 fois avant que je n'accepte. Car j'avais pour règle stricte de ne pas sortir avec des avocats, ce qui, avec le recul, n'a manifestement pas très bien tenu la route. La dernière ligne de la lettre disait : ne la laisse pas prendre ce qui compte. Elle peut avoir le reste. Ce n'était pas des instructions, ni un stratagème, juste de la confiance. Joël savait que j'étais assez intelligente pour comprendre ce que ces mots signifiaient. Une fois que j'aurais vu les 2e et 3e éléments de l'enveloppe. Deuxièmement, des confirmations de bénéficiaires. Joël avait une police d'assurance vie, de 875,000 $. Il l'avait souscrite des années auparavant, à 30 ans, lorsqu'il avait lancé le cabinet. La banque l'avait exigé comme garantie, pour le prêt de création de son entreprise. À l'époque, il était jeune, en bonne santé. Et avait passé les examens médicaux de l'assurance sans aucun problème. La police était en place depuis 6 ans. Tout ce que Joël a fait dans ces derniers mois, c'est de mettre à jour le bénéficiaire. Il l'a changé pour moi, Myriam Freudel, en tant que bénéficiaire unique. Et voici la clé. Mettre à jour un bénéficiaire sur une police d'assurance vie existante ne nécessite pas un nouvel examen médical. C'est un simple formulaire, une seule signature. Et c'est fait. Ces 875,000 $ me seraient versés directement à son décès.
cet argent n'entrerait jamais dans la succession. Il ne passerait jamais par la procédure d'homologation. Carla ne pourrait pas y toucher. Même si elle en avait eu connaissance, ce qui n'était pas le cas. Elle n'aurait eu aucun droit légal dessus. Il avait fait exactement la même chose avec ses comptes de retraite. Un plan 401K d'environ 152,000 $, et un compte Roth IRA d'environ 58,000 $. Il avait mis à jour les deux désignations de bénéficiaires à mon nom. Le principe est le même. Le bénéficiaire désigné reçoit ses fonds directement, en dehors de la procédure d'homologation. Et en dehors de la succession. C'était 210,000 $ supplémentaires que Carla ne pouvait pas atteindre. Je tiens à être clair sur un point. Il ne s'agit pas d'une faille secrète dans le système. C'est ainsi que fonctionne l'assurance vie et les comptes de retraite dans chaque État américain. Des millions de familles comptent sur ce mécanisme précis. Les conseillers financiers vous disent littéralement de vérifier vos désignations de bénéficiaires. Chaque année. Ce n'est pas une ruse. C'est juste de la paperasse ordinaire, que la plupart des gens remettent à plus tard. Et finissent par oublier. Joël n'avait pas oublié. Troisièmement, le véritable tableau financier de Freudel et Associés. Joël avait préparé un résumé détaillé. Écrit à la main avec cette écriture d'avocat précise qui était la sienne, exposant chaque dette. Chaque passif. Chaque bombe à retardement cachée à l'intérieur de son cabinet aux allures si parfaites. Et c'est là que je suis passé de veuve éplorée, à toute autre chose. Le cabinet facturait 620,000 $ par an. Cette partie-là était vraie. C'est le chiffre que Joël mentionnait lors des dîners de famille. Le chiffre que Carla avait mémorisé comme les Saintes Écritures. Mais voici à quoi ressemblaient réellement ces 620,000 $ de revenus, une fois le rideau levé. 115,000 $ de dettes accumulées envers les fournisseurs, et les frais généraux. Un accord de règlement pour faute professionnelle en attente. 180,000 $, déjà accepté par Joël avant sa mort, et qui n'attendait que d'être payé. 47,000 $ d'impôts sur les salaires impayés. D'ailleurs, l'IRS n'oublie jamais les impôts sur les salaires. Il considère qu'il s'agit d'impôts fiduciaires. Ce qui signifie que la partie responsable est personnellement redevable. Et puis, il y avait le bail du bureau, avec 34 mois restants, à 4,2 cents par mois. Cela représente 142,8 cents de loyer, pour un espace que vous ne pouvez pas simplement quitter. La maison valait environ 385,000 $. Mais Joël avait contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, ELOC, de 220,000 $. 18 mois plus tôt, pour maintenir le cabinet à flot. Ajoutez cela au solde initial de l'hypothèque de 160,000 $. Et la dette totale sur la maison s'élevait à 380,000 $. Après les frais de clôture, les frais d'agence immobilière, et les droits de mutation. La vente de cette maison ne rapporterait absolument rien, peut-être même moins que rien. Quant au précieux prêt de 185,000 $ de Carla. Elle n'était qu'une créancière chirographaire, sans garantie. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle est la dernière sur la liste, derrière l'IRS. Derrière le plaignant pour faute professionnelle, derrière chaque fournisseur, chaque propriétaire. Chaque créancier disposant d'un contrat signé. Au moment où tous ces gens seraient payés, s'ils l'étaient, il ne resterait plus rien. Le prêt de Carla s'était volatilisé le jour de la mort de Joël. C'est juste qu'elle ne le savait pas encore. Je me suis assise dans cet appartement, et j'ai fait les calculs au dos d'un ticket de caisse. De mon côté, 1,085,000 $. De l'argent propre, bénéficiant d'avantages fiscaux, hors succession, est déjà à moi. Du côté de Carla, environ 520,000 $ en négatif. Une fois que l'on additionnait tous les passifs, et que l'on soustrayait tous les actifs réels. Le lendemain, Gail Horvat m'a appelé. La comptable de Joël, la femme qui gérait ses comptes depuis 6 ans. Carla l'avait licenciée la semaine précédente. Pas d'indemnité de départ, pas de préavis.
Elle était juste entrée dans le bureau pour annoncer à Gail qu'on n'avait plus besoin de ses services. Après 6 années passées à tenir les livres de ce cabinet de façon méticuleuse. Jusqu'au dernier centime, Gail était blessée, et elle était en colère. Et Gail a confirmé, absolument tous les chiffres, du résumé de Joël. Elle m'a aussi raconté une chose qui m'a fait fermer les yeux, et prendre une grande respiration. Lorsque Carla est venue au bureau, elle a demandé à voir les rapports de revenus. Gail les a imprimés. Carla les a étudiés attentivement, a hoché la tête, et est partie. Elle n'a jamais posé la moindre question sur les dépenses. Elle n'a jamais ouvert le dossier des dettes. Elle a regardé une seule colonne sur une seule feuille de calcul. Et a décidé qu'elle héritait d'une mine d'or. J'ai appelé Lyra le lendemain matin. Je lui ai dit, ne vous battez pas, offrez tout à Carla, la maison, le cabinet. Tous les comptes de la succession. Tout ce que je veux. C'est la garde totale et exclusive de Tessa. Aucun droit de visite pour Carla. Lyra m'a dit de venir à son bureau. J'ai apporté l'enveloppe de Joël. J'ai tout étalé sur son bureau. Les formulaires de bénéficiaires, le résumé financier, les calculs. Lyra a tout lu attentivement. Elle a vérifié les chiffres 2 fois. Elle a regardé la confirmation d'assurance, les désignations des comptes de retraite. La ventilation des dettes du cabinet, et puis, Lyra Schmidt. Une femme qui avait passé 20 ans dans le droit des successions sans jamais scier. S'est adossée à sa chaise, et a éclaté de rire. Pas un rire poli, un vrai rire, le genre de rire qui vous fait pleurer. Et vous oblige à retirer vos lunettes pour essuyer vos larmes. Elle m'a regardé, et a dit 3 mots, Joël était brillant. Puis, elle a pris son stylo, et a commencé à rédiger l'offre de règlement. La semaine suivante, Lyra a contacté Axel Mandley avec une proposition qui, sur le papier, ressemblait à une capitulation totale. Myriam Freudel renonçait à toute réclamation sur les biens de la succession, le cabinet, la maison. Et tous les comptes bancaires liés au nom de Joël. En retour, Myriam demandait 2 choses, la garde totale et exclusive de Tessa. Sans aucun droit de visite pour Carla. Et que Carla abandonne définitivement la contestation du testament. C'est tout. Prenez l'empire. Laissez l'enfant. Axel, à son honneur, était méfiant. Quand quelqu'un vous offre tout ce que vous avez demandé sans même se battre. N'importe quel bon avocat commence à chercher le piège. Il a rappelé Lyra, et lui a dit qu'il voulait plus de temps. Plus précisément, il voulait un audit jury comptable complet des finances du cabinet. Il a dit à Carla, donnez-moi 2 semaines, pour examiner les comptes correctement. 2 semaines. C'est tout ce qu'il demandait. Carla a dit non. Et voici le problème. Son raisonnement n'était pas stupide. De son point de vue, c'était même parfaitement logique. Elle avait observé Myriam pendant 7 ans. Elle avait vu une femme calme et polie, qui ne se disputait jamais, ne ripostait jamais. Et n'élevait jamais la voix lors d'un seul repas de fête. Peu importe le nombre de fois où Carla l'appelait la première femme de Joël. Ou lui demandait quand elle allait enfin faire quelque chose de sa carrière. Dans l'esprit de Carla, Myriam faisait enfin ce que Myriam faisait toujours, se coucher. Et si vous avez une main gagnante, et que votre adversaire essaie de quitter la table. Vous ne dites pas, attendez, laissez-moi revérifier mes cartes. Vous ramassez la mise. Elle a dit à Axel, j'ai vu les revenus. 620 000 $ par an. Mon fils a construit ça avec mon argent. Apportez-moi ces papiers. Avant qu'elle ne change d'avis. Axel a insisté lourdement. Il a rédigé une lettre d'avertissement officielle, de 2 pages, à simple interligne. Déclarant que la vérification préalable de la situation financière du cabinet était incomplète. Et recommandant à Carla d'attendre un audit complet avant d'accepter tout transfert d'actifs et de passifs. Il s'agit d'une pratique juridique standard. Les avocats font cela pour se protéger, et Axel se protégeait magnifiquement bien. Carla a lu la lettre. A signé la décharge en bas de page pour reconnaître qu'elle passait outre les recommandations de son avocat. Et a dit à Axel de planifier la signature.
Il y avait une dernière chose qu'Axel a demandé directement à Lyra. Y a-t-il des actifs hors succession dont nous devrions avoir connaissance? Des polices d'assurance vie. Des comptes de retraite avec des bénéficiaires désignés? Lyra a répondu exactement comme elle le devait. Les actifs hors succession n'entrent pas dans le cadre de ce règlement successoral. Et ma cliente n'a aucune obligation légale de les divulguer. Carla a entendu cela par l'intermédiaire d'Axel, et l'a immédiatement balayé d'un revers de main. Joël ne lui avait jamais parlé d'assurance vie. Elle a supposé qu'il n'en avait pas. Et pourquoi l'aurait-il fait? Il avait 36 ans. Il était en bonne santé, pour autant qu'elle le sache. Les jeunes hommes ne pensent pas à l'assurance vie. Sauf que Joël l'avait fait, parce qu'une banque l'avait exigé, 6 ans plus tôt. Et Joël était le genre d'homme qui continuait à payer ses primes à temps. Même quand tout le reste s'effondrait. Pendant que Carla était occupée à signer des décharges. Et à ignorer les conseils de son propre avocat, je construisais discrètement ma nouvelle vie. La compagnie d'assurance a traité ma demande en un peu moins de 3 semaines. 875 000 $ déposés directement sur mon compte chèque personnel. Dans une coopérative de crédit à Florence, dans le Kentucky. J'avais ouvert ce compte spécifiquement à cet effet. Aucun lien avec les comptes de Joël, aucun lien avec la succession. J'ai également lancé le transfert des comptes de retraite de Joël, 152 000 $ de son 401k. Et 58 000 $ de son Roth IRA, vers des comptes à mon seul nom. J'ai commencé à déménager mes affaires de la maison. Rien de spectaculaire. Quelques cartons à la fois. D'abord les vêtements et les jouets de Tessa, puis mes livres, mes documents, les albums photos. J'ai trouvé un appartement de 3 pièces à Florence, à environ 20 minutes au sud de Covington. Propre, sûr, et dans un bon district scolaire. Le premier et le dernier mois de loyer coûtaient 1,8 cents. Je l'ai payé avec mon compte chèque, sans sourciller. Pendant ce temps, Spencer vivait sa meilleure vie. Carla l'avait envoyé au cabinet pour gérer les opérations pendant que la procédure judiciaire suivait son cours. Ce qui signifiait principalement qu'il s'asseyait dans le fauteuil de Joël. Tournait sur lui-même quelquefois. Et essayait de comprendre comment fonctionnait le système téléphonique. Il a appelé un huissier de justice, un livreur. Il a demandé à l'une des assistantes juridiques ce qu'était une convention d'honoraires. Le 3e jour, Carla l'a envoyé à la banque. Pour qu'il signe en tant que co-signataire sur le compte d'exploitation du cabinet. Afin de gérer les dépenses quotidiennes. Spencer a signé chaque document que la banque lui a mis sous les yeux, sans en lire un seul mot. Il ne s'est pas rendu compte qu'il se rendait conjointement responsable des obligations liées à ce compte. Spencer ne lisait jamais rien, qui n'est pas un écran et une manette attachée. Ma mère est revenue de Lexington une fois de plus. Elle s'est assise en face de moi à ma nouvelle table de cuisine. Une petite table IKEA que j'avais montée moi-même, ce qui, honnêtement, ressemblait à un plus grand accomplissement que mon mariage tout entier, et elle m'a dit, « Myriam, tu abandonnes la maison de Joël, le travail de toute sa vie. Fais-tu une sorte de dépression ?» J'avais envie de tout lui raconter. Je voulais ouvrir mon ordinateur portable, lui montrer le solde bancaire. Et voir ses yeux s'écarquiller, mais je ne pouvais pas. Pas encore. Pas avant que les papiers ne soient signés. Et qu'il n'y ait plus aucune chance que l'information ne remonte jusqu'à Carla par le biais du téléphone arabe local. Qui relie chaque maire du Kentucky à n'importe quelle autre maire, en 45 minutes environ. Alors, j'ai simplement dit, « Maman, fais-moi confiance, tout va bien se passer. » Elle ne m'a pas cru. Je pouvais le voir sur son visage, mais elle m'a quand même serré dans ses bras. Et c'était suffisant. La signature était prévue pour un mardi, à la fin du mois de juin. La veille au soir, j'ai préparé les vêtements de Tessa pour la garderie. J'ai préparé mon sac avec le bail signé de l'appartement. Un dossier contenant les relevés bancaires montrant 0,85 000 $ d'actifs nets. Et j'ai réglé mon réveil sur 6h30. Je me suis glissé dans le lit, j'ai remonté les couvertures. Et je me suis endormi en moins de 5 minutes.
C'était la première fois que cela arrivait depuis le 6 mars. Le bureau d'Axel Mandley se trouvait au 3e étage d'un bâtiment en briques, sur Pike Street, dans le centre-ville de Covington. Une salle de conférence avec des murs beiges, une moquette industrielle et une machine à café qui produisait un liquide techniquement marron et techniquement chaud, mais qui n'était du café qu'en théorie. Je suis arrivé à 9h15 avec Lyra. Nous nous sommes assises sur les 2 chaises du côté gauche de la table, et nous avons attendu. Carla est entrée à 9h20, accompagnée de Spencer et d'Axel. Elle était habillée comme si elle allait recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière. Maquillage complet, boucles d'oreilles en or. Et un chemisier en soie crème qui coûtait probablement plus cher que mon premier mois de loyer. Spencer portait un blazer bleu marine tout neuf. J'ai remarqué que l'étiquette du prix était encore rentrée à l'intérieur du col, pendante dans sa nuque comme un petit drapeau blanc. Personne ne le lui avait dit. Et je n'allais certainement pas le faire. Les documents étaient clairs et directs. Je sous-signais, Myriam Freudel. Cède par la présente tous mes droits sur les actifs de la succession de Joël Freudel, incluant, mais sans illimité, le cabinet d'avocats connu sous le nom de Freudel et Associés, la propriété résidentielle, et tous les comptes financiers associés, à Carla Freudel, qui accepte les 10 actifs, ainsi que tous les passifs qui y sont liés. En échange, Carla renonce à toute réclamation concernant la garde de Tessa Freudel. Et j'en obtiens la garde totale et exclusive, sans aucun droit de visite pour Carla ou Spencer. Lyra a fait une déclaration discrète avant que je ne signe, pour la petite histoire. Ma cliente signe volontairement. Et souhaite confirmer que la partie adverse a examiné et accepté la succession, y compris tous les passifs divulgués. Axel a confirmé. Carla n'a même pas levé les yeux. Elle attrapait déjà son stylo. J'ai signé. Carla a signé. Spencer était assis là, souriant à pleines dents, comme s'il venait d'être promu PDG de je ne sais quoi. Toute la procédure a pris 8 minutes. Les 8 minutes les plus rapides de ma vie, alors qu'au lycée, j'avais un jour couru un demi-mile en cours de sport pour éviter d'avoir un B en éducation physique. Au moment où je me levais pour partir, Carla n'a pas pu résister. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit qu'elle espérait que j'apprendrais enfin à voler de mes propres ailes, sans un Freudel sur qui m'appuyer. Spencer a hoché la tête en signe d'approbation, probablement sans comprendre exactement ce qu'elle venait de dire, mais d'accord par principe. Car c'est ce que fait Spencer. J'ai pris mon sac, je suis sorti, j'ai récupéré Tessa à la garderie à 15h15. Et j'ai conduit jusqu'à notre appartement. Je lui ai préparé des macaronis au fromage en boîte, ceux en forme de dinosaure. Parce que Tessa croyait fermement que les pâtes en forme de dinosaure avaient meilleur goût que les pâtes normales. Et honnêtement, elle a peut-être raison sur ce point. Nous avons regardé des dessins animés jusqu'à 18h30. Elle s'est endormie sur le canapé, avec du fromage sur le menton. Je l'ai portée jusqu'à son lit. Ensuite, je me suis assise sur le sol de ma cuisine, le dos contre le placard, et j'ai simplement respiré. C'était la soirée la plus paisible que j'ai passée depuis la mort de Joël. 3 semaines plus tard, Carla Freudel est entrée chez Freudel et Associés en tant que propriétaire légal, et a commencé à diriger son nouvel empire. Je n'étais pas là pour le voir, mais dans une ville comme Covington, ce n'est pas nécessaire. Les gens parlent. Gail avait encore des amis au bureau. Et il y a certaines choses que j'ai apprises de Carla elle-même, lors de ce tout dernier appel téléphonique. Alors, voici ce qui s'est passé. Le premier jour, elle a ouvert une pile de courriers qui s'étaient accumulés sur le bureau de Joël. Des enveloppes devant lesquelles elle était passée une douzaine de fois sans prendre la peine de les ouvrir. La 3e enveloppe provenait de l'IRS. Un avis de taxes salariales impayé de 47,000 $, avec des pénalités s'accumulant chaque mois. Le 3e jour, elle a reçu un appel d'un avocat de Cincinnati, représentant le plaignant dans une poursuite pour faute professionnelle contre Joël. Le règlement avait été conclu avant la mort de Joël. Le paiement de 180,000 $ était en retard.
L'avocat était très poli, mais très ferme. Le 5e jour, le propriétaire du bâtiment a appelé concernant le bail du bureau. Il restait 34 mois. Carla devait signer une garantie personnelle pour reprendre le bail à son nom. Ou libérer les lieux dans les 60 jours. Carla a signé la garantie. Elle n'a pas hésité car, dans son esprit, le cabinet rapportait 620 000 dollars par an, et 200 dollars de loyer par mois, ce n'était rien. Elle venait de s'engager personnellement à verser 142,8 cents pour les futurs loyers. Le 8e jour, Carla a enfin essayé d'ouvrir le fichier QuickBooks de Joël. Sans Gail Horvat, c'était le chaos. 6 années d'entrée catégorisées, qui étaient parfaitement logiques pour Gail. Mais qui ne signifiaient absolument rien pour quiconque d'autre. Carla a engagé une comptable intérimaire, via une agence de recrutement. La femme s'est assise, a passé 4 heures à cliquer à travers les fichiers. Puis s'est tournée vers Carla. Elle avait l'expression de quelqu'un qui vient d'ouvrir une porte en s'attendant à trouver un placard. Et qui tombe sur un escalier descendant directement dans le vide. Elle a dit, « Madame, êtes-vous consciente qu'il y a ici plus de 115 000 dollars de factures fournisseurs impayées, dont certaines datent de 14 mois ?» Le 10e jour. Gail Horvat a déposé une plainte officielle au prud'homme pour licenciement abusif. Sans préavis ni indemnité. 6 années de service. Estimation de la réclamation, 20,000 dollars. Carla a appelé Axel Mandley ce soir-là. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit, mais je peux imaginer la hauteur de sa voix. Cette fréquence de bouilloire que j'avais fini par si bien connaître. Axel a sorti ses dossiers. Il lui a relu sa propre lettre d'avertissement. Il lui a rappelé la décharge qu'elle avait signée. Il lui a dit, j'avais recommandé un audit complet. Vous avez refusé. J'en ai la preuve écrite. Ensuite, Carla m'a appelé. J'ai vu son nom sur l'écran de mon téléphone, brillant dans l'obscurité de ma chambre. Je l'ai regardé sonner 4 fois. Puis, j'ai posé le téléphone face contre table sur ma table de nuit, et je me suis rendormi. Carla a engagé une nouvelle avocate, une femme nommée Betsy Pulk, d'un cabinet de Cincinnati. Quelqu'un qui n'avait aucun lien avec l'affaire. Un regard neuf, une réputation tranchante. Carla lui a raconté toute l'histoire. Elle lui a dit qu'elle avait été trompée, manipulée. Et piégée pour accepter une succession sans valeur, par sa belle-fille intrigante. Betsy a tout examiné. L'accord de règlement, la décharge signée, la lettre d'avertissement d'Axel. Les déclarations de succession que l'IRA avait préparées et divulguées avant la signature. Chaque passif avait été listé. Chaque dette figurait dans les papiers. Rien n'avait été caché. Rien n'avait été fabriqué. Myriam n'avait menti sur absolument rien. Elle s'était simplement abstenue de fournir des informations sur des actifs qui lui appartenaient légalement. Et qui étaient légalement hors succession. Betsy a tout passé en revue et, d'après ce que j'ai entendu plus tard, elle a dit la vérité à Carla. En des termes qui ne laissaient aucune place à l'espoir. Elle avait été représentée par un avocat compétent. Il lui avait été conseillé d'attendre un audit complet. Elle a refusé. Elle a signé une décharge. Le règlement était volontaire, mutuel, et documenté. Pas de fraude, pas de dossier. Apparemment, ces mots exacts furent « ce que vous avez là ». Ce n'est pas un recours légal. Ce que vous avez, c'est une leçon très coûteuse. Carla a essayé de vendre la maison. Son agent immobilier a fait les calculs. Et lui a annoncé la nouvelle à la table de sa propre cuisine. Après avoir remboursé l'hypothèque, le HELOC, les frais de clôture et la commission de l'agent. Carla devrait environ 11 000 dollars au moment de la signature. La maison n'était pas un actif. C'était une taxe de sortie. L'IRS se moquait bien des sentiments de Carla. Les pénalités sur les impôts salariaux continuaient de s'accumuler. Carla a commencé à puiser dans ses économies personnelles. L'argent qu'elle avait passé 30 ans à accumuler grâce à ses pressings. Elle a d'abord vendu l'emplacement de Burlington, puis celui d'Erlanger. 2 magasins perdus en 2 mois,
et elle était encore loin de couvrir le passif total du cabinet. Spencer, qui avait joué à l'associé gérant pendant très exactement 19 jours avant que les murs ne s'effondrent, s'est soudainement rappelé qu'il avait autre chose à faire ailleurs. Il a essayé de se retirer en tant que co-signataire du compte d'exploitation du cabinet. La banque l'a informé que sa signature créait une responsabilité conjointe pour certaines obligations traitées via ce compte, y compris un plan de paiement fournisseur que Carla avait mis en place en utilisant le compte. Après le transfert, Spencer a engagé son propre avocat. Un homme de 29 ans, dont la mère payait la facture de téléphone portable depuis 6 ans. A engagé un avocat pour poursuivre cette même mère, affirmant qu'elle l'avait forcé à signer des documents bancaires qu'il ne comprenait pas. Son affaire n'a mené nulle part. Il avait signé volontairement, en tant qu'adulte, et sans aucune preuve de contrainte. Mais le procès lui-même, Spencer Freudel contre Carla Freudel, était bien réel. Déposé dans le comté de Canton, avec un numéro de dossier et tout le reste. La mère et le fils. Cette équipe inséparable qui s'était tenue dans ma cuisine pour prendre des mesures et faire des plans. Payait maintenant des avocats distincts pour plaider l'un contre l'autre. Je n'aurais honnêtement pas pu écrire une meilleure fin, même si j'avais essayé. Et croyez-moi, pendant ces longues nuits dans mon appartement, pendant que Tessa dormait, j'en avais imaginé un certain nombre. La dernière fois que Carla m'a appelé, j'ai décroché. Elle pleurait, mais pas le chagrin théâtral que j'avais vu à l'enterrement de Joël. De vraies larmes, les larmes incontrôlables, le genre que l'on peut entendre à travers un téléphone. Elle a dit qu'elle perdait tout. Elle a dit qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompue. Et quand elle a fini, j'ai dit, « Carla, vous vous êtes tenue dans ma cuisine. Et vous m'avez dit que vous vouliez tout, sauf ma fille. Vous vous en souvenez? Vous avez dit que vous n'aviez pas signé pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous vouliez la maison, le cabinet, le moindre dollar. Et je vous ai donné exactement ce que vous avez demandé, dans les moindres détails. Ensuite, j'ai raccroché. Et je suis retourné aider Tessa à coller des macaronis sur un morceau de papier construction. Car elle avait décidé de faire le portrait d'un cheval. Et elle avait besoin de plus de nouilles pour la crinière. Ce soir-là, après que Tessa se soit couchée, je me suis assise à ma petite table IKEA. Celle que j'avais montée moi-même avec un tutoriel YouTube et un couteau à beurre. Parce que je ne trouvais pas la clé Allen, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai rempli un dossier d'inscription pour un programme de certification d'assistante juridicaux. Gateway Community College. Les frais de scolarité s'élevaient à 4,2 cents par semestre. Mon compte en banque affichait 1,085,000 $. Je pouvais me le permettre. Sur ma table de nuit, encadré dans un simple cadre noir que j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs pour 6 $, se trouvait la lettre de Joël. J'en lis la dernière ligne, chaque soir, avant d'éteindre la lumière.